Bien, salut. Cet après-midi, on va vous parler de la construction identitaire chez les jeunes de 14 à 25 ans adoptés dans le cadre de la Banque Mixte. C'est un projet de recherche de Geneviève, Marie-André et Doris et Béatrice. Et moi, je suis Karine Tremblay, étudiante à l'UQTR au doctorat en études familiales. Donc, je suis auxiliaire de recherche avec ces belles dames. Moi, c'est Béatrice Descaluys. Je suis psychologue au CIS de Chaudière-Appalaches. J'ai un intérêt marqué pour tout ce qui tourne autour de la parentalité et de l'adoption. C'est tous ici pour ça qu'on est là. Et depuis plusieurs années, je m'intéresse à l'identité adoptive. Fait que là, on a eu l'occasion de travailler là-dessus dans un échantillon Banque Mixte. On vous présente aujourd'hui des résultats plus que préliminaires, mais très intéressants. Fait qu'on voulait avoir vos impressions. Fait que vous avez ici le plan de la présentation. Là. Vous savez comment ça fonctionne. On va quand même mettre plus d'attention sur les obstacles et défis éthiques qu'on a eus. Et on a mis impression préliminaire et non résultat préliminaire parce que vraiment, on n'a pas du tout commencé à faire l'analyse, mais on est resté toutes les trois avec beaucoup de questions et de réflexions suite à ces entrevues-là. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut vous présenter très rapidement aujourd'hui. Donc, l'objectif et la question de recherche, notre objectif général était de mieux comprendre la construction de l'identité adoptive chez les jeunes adoptés par le biais du programme Banque Mixte. Et nos questions de recherche étaient quelle place, je dis était, c'est pas encore le cas, on n'a pas terminé. Donc, quelle place occupent les origines dans la construction identitaire? Comment ces jeunes intègrent les circonstances de leur adoption dans leur histoire de vie? Et comment les retrouvailles, le cas échéant, avec des membres de la famille d'origine, influencent la construction identitaire? Donc, brièvement, le concept d'identité adoptive, c'est un concept qui a été opérationnalisé à la fin des années 80 par notre collègue Al Godwin aux États-Unis. Dans le fond, l'identité adoptive, c'est la place qu'un individu va accorder à la caractéristique d'être adopté dans le développement de son identité. Comparativement à d'autres aspects de l'identité, l'adoption est souvent subie, dans le sens que c'est lié à un parcours de vie qui n'est pas forcément choisi par l'enfant, mais l'intégration de cet aspect-là de sa vie va faire partie de son développement tout au long de son enfance, puis plus spécifiquement souvent au début de l'adolescence et de l'âge adulte. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse particulièrement à cette période-là dans le cadre de cette recherche-ci. Donc, souvent, ce qu'on sait, c'est qu'au cours de la vie, l'adopté va vivre une période d'inconfort ou d'insatisfaction autour de entre autres, de ses origines. Puis ça va l'emmener à essayer de chercher des réponses ou du moins à donner sens. Tous les jeunes ne vont pas forcément entreprendre formellement des démarches de recherche, mais il faut quand même donner un sens à cet aspect-là de leur vie qui font partie d'eux. Donc, l'objectif, on note bien. Ah, excuse-moi. Moi, j'ai le bout bien basique, là. Je tiens. Donc, au niveau des aspects méthodologiques, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir 30 jeunes. Pour le moment, on est rendu à 16. Il faut donc, dans nos critères, avoir été adoptés par le biais du programme québécois de la Banque Mixte. Donc, on n'a pas pris des jeunes qui ont été adoptés à l'international et être âgés entre 14 et 25 ans. On fait des entrevues qualitatives, semi-dirigées de 60 à 90 minutes, en personne ou en virtuel. C'est quand même intéressant à ce niveau-là. Il y a des jeunes qui ont manifesté plus d'intérêt à le faire en virtuel qu'en présentiel. Et on a aussi des questionnaires en ligne qu'on a présentés sur la question de l'attachement, des liens avec les parents et de l'ouverture dans la communication face à la question de l'adoption. Au niveau des obstacles et défis éthiques, en fait, c'est un des points principaux dont on voulait vous parler aujourd'hui. Le recrutement est quelque chose de quand même très complexe dans le cadre de ce projet-là. Initialement, on a parti du point de vue que de rejoindre les parents adoptifs, ça faciliterait l'accès aux jeunes adoptés et on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc, on a commencé vraiment au départ avec les groupes de parents adoptifs, Banque Mixte sur Facebook, etc. Et finalement, on a approché les services de recherche et d'antécédents et retrouvailles. Mais au niveau des parents, ce qu'on se rendait compte, c'est que les parents souvent disaient, bien là, mon enfant, il va bien, j'ai pas trop envie d'aller dans ce côté-là. Donc, souvent, ils ne présentaient même pas le projet de recherche à leurs jeunes. Donc, on n'arrivait pas à se rendre jusque-là. Ce qui fait qu'on s'est dit, bien, on va essayer de rejoindre les jeunes directement. Donc, on a développé différents outils de promotion, des affiches, on a fait une vidéo qu'on a fait circuler sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas tant marché encore. Là, on s'est rendu compte que c'est vraiment une population très, très
cachés quelque part. En tout cas, on se demande où ils sont. On a sollicité aussi des personnalités publiques qui ont été touchées par l'adoption ou impliquées dans le domaine de l'adoption. Mais ça aussi, on souhaitait qu'eux fassent un peu de promotion dans leur réseau, ce qui a été difficile. Et finalement, on en est venu à l'idée d'élargir le groupe d'âge. Donc, initialement, c'était jusqu'à 21 ans. On a monté jusqu'à 25 ans pour essayer de voir si justement des jeunes qui étaient plus âgés auraient plus d'ouverture à parler de ça que les personnes plus jeunes. Et on a vraiment eu beaucoup de résistance, comme je vous le dis, au niveau des parents, mais aussi au niveau des jeunes. On a été surpris de voir que ceux qui venaient disaient « Oui, j'ai d'autres frères et sœurs qui ont été adoptés dans le cadre de la banque mixte, mais il n'y avait pas d'effet boule de neige. » Donc, ça ne faisait pas en sorte qu'ils en parlaient ou que les frères et sœurs pouvaient en venir à participer à la recherche. Donc, on a finalement été vers la sollicitation au niveau des cégeps. Et c'est là qu'on a eu un eureka quand même impressionnant. On a approché le cégep Garneau, puis on a eu 7 jeunes qui, dans l'espace de peut-être 2 jours, ont répondu quand même. Ça nous a vraiment surpris, là. Donc là, c'est ce côté-là qu'on essaie d'aller pour rejoindre notre total de jeunes qu'on souhaiterait en rencontrer. Donc ensuite, l'autre élément qui nous a quand même un peu déstabilisé lors du projet, c'est la sensibilité du sujet. C'est une entrevue quand même qui se voulait large, dans le sens qu'on suivait les émotions exprimées par les jeunes, mais ce n'est pas une entrevue qui a été conçue spécifiquement. Il n'y a pas d'analyse de moments critiques, on reste quand même dans des questionnements de nature vague, donc on savait que ça allait venir avec des émotions, mais la charge émotionnelle qu'on recevait en entrevue était très, très marquée. Moi, j'ai quand même vécu un peu Karine aussi, mais j'ai fait la majorité des entrevues, puis j'ai été confrontée à beaucoup d'impuissance. Moi, je suis clinicienne, j'en vis souvent de l'impuissance, des émotions difficiles, j'en entends à longueur de journée. Mais là, on est dans un contexte où on n'a pas un lien clinique avec le jeune. Souvent, on va entendre beaucoup de solitude de la part du jeune. Certains vont nous nommer ne pas avoir parlé de ces éléments-là à personne. D'autres vont nous dire en avoir peu parlé. Donc, la gestion de cette impuissance-là pour l'intervenant, on a un petit groupe, là, Messenger, puis souvent, après les entrevues, c'était comme « Ah, j'ai comme besoin de parler. Ah, celle-là, elle va être plus dure comme à écouter. » Fait que ça nous a un peu déstabilisés. En tout cas, ça va nous emmener plus loin à, entre autres, parler à quel point c'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup accès aux services. Puis je trouve que ça fait du pont un peu sur ce qui était dit juste avant, dans le fond, là, cette question de ils ont des besoins, mais en même temps, c'est dur pour eux d'aller chercher les services. Puis dans un contexte, en tout cas, où on a tous quand même une sensibilité à quel point les services, entre autres en santé mentale, sont difficilement accessibles. Il y a certains jeunes que je me disais, je leur envoie une petite liste de références à la fin, mais entre la liste de références puis le fait qu'ils obtiennent de l'aide, je sais qu'il y a une marge. Fait que la gestion de cette impuissance-là, pour nous, en tant que chercheurs, ça a été quand même difficile là, d'être confronté à ça. Parce qu'il y en avait vraiment certains qui cliniquement étaient en détresse importante. Là, donc, c'était inquiétant là, quand on terminait l'entrevue. Fait qu'on a quand même fait une petite adaptation là, à l'éthique. On a fait un suivi téléphonique. C'était quand même important pour nous. C'est sûr que, des jeunes qui parlent de leur souffrance, on sait aussi qu'ils ont certains moyens pour la gérer, là, dans le sens que souvent, ils vont avoir leur propre mécanisme, mais on avait le souci de faire un follow-up une semaine après pour s'assurer que tout était plus apaisé. Donc, notre échantillon, c'est majoritairement des filles. On avait quand même 2 garçons trans. La majorité des adoptions étaient avant, en fait, l'arrivée dans la famille banque mixte était avant 2 ans. La majorité des familles hétéroparentales, mais on avait quand même une diversité, des différences dans le type de famille. Et ce qui nous a quand même un peu surpris, parce que ce n'était pas le motif pour le recrutement, mais beaucoup de nos jeunes avaient tenté de reprendre contact avec la famille élargie ou la famille, les parents, ou les deux. Donc, ça va transparaître dans nos résultats. Dans nos impressions.
Donc, c'est ça. Donc, dans les premières impressions qu'on a fait ressortir, c'est que, évidemment, bon, les jeunes qui vont nous raconter leur vie vont nous rapporter une vie quand même lourde, marquée de différentes problématiques. Souvent, les verbalisations autour, notamment de la mère biologique, vont être très chargées. Donc, ça nous a beaucoup marqué. Puis, ah oui. Fait que je vais vous lire moi, c'est ça ma tâche, là, lire les verbatims. Donc, il y a une jeune de 23 ans qui dit, en parlant de sa mère biologique, « Je comprends que ça n'a pas été facile, puis je comprends pourquoi elle est rendue là dans sa vie. Mais moi, j'ai beaucoup écopé de ça, directement et indirectement. Je la déteste, cette personne-là. Je ne vais pas lui souhaiter de se faire violer, mais je la déteste absolument de toute mon âme. Je souhaite juste qu'elle soit en prison pour le reste de sa vie. » Malgré ça, on voit que les jeunes sont assez unanimes sur le fait qu'ils ont le droit d'avoir des informations sur leur histoire de vie, que ça leur appartient, que c'est important pour eux. Et ils vont mettre l'accent, on n'a pas mis de verbatim là-dessus, mais ils vont mettre l'accent sur l'importance de donner les informations aux jeunes avant de les divulguer à l'entourage. Une jeune racontait justement comment elle est arrivée dans un rendez-vous médical, puis c'est dans le rendez-vous médical que, lors de l'exploration des antécédents médicaux, elle a appris des choses sur sa famille biologique. Fait que ça l'a beaucoup déstabilisé. Fait que c'est le genre de choses qui transparaissait beaucoup, l'importance de prendre le temps de donner les informations, mais l'importance pour le jeune d'avoir les informations, même si elles sont difficiles. Fait que ça, on va y revenir. Les relations avec les parents adoptifs, on a eu quand même beaucoup de jeunes qui nous ont parlé que les relations étaient difficiles. Pas tous, on tient à le dire, mais que les relations étaient distantes et certains jeunes ont quitté assez tôt là, le milieu familial, puis on les sent bien isolés dans les entrevues. Donc, voici un exemple d'un jeune de 17 ans qui dit « Des fois, j'ai des différends avec eux autres en parlant de ses parents adoptifs. Des fois, je n'ai pas l'impression que, justement, la relation est parfaite. Tu sais, elle est correcte. Je me dis que ça aurait-tu été différent si, admettons, j'avais été avec mes parents biologiques? C'est une question que je me pose souvent. Tu sais, mettons, je regarde mon meilleur ami, tu sais, avec sa mère, on dirait qu'il n'y a pas le même lien. Je ne sais pas. Peut-être que ça se ressent ou c'est juste dans ma tête. » L'intervieweur demande « Qu'est-ce que tu dis qui se ressent? » C'est comme, il y a comme un détachement, genre. Il y a une espèce de petite marge. Donc, on voit, les verbatims qu'on ne met pas, il y a quand même certains jeunes qui vont nous rapporter des bonnes relations avec leurs parents adoptifs. Ils vont accorder de l'importance aux liens de filiation. Ils vont souvent nous dire, c'est eux mes parents, l'adoption pour moi, ça a été important, ça a été un moment marquant de ma vie, je suis reconnaissant. Donc, même si la relation est difficile, face au fait d'être adopté, il semble y avoir un discours positif. Au-delà des liens avec les parents adoptifs ou d'origine, les liens fraternels vont avoir une place très importante, autant les liens fraternels des frères et sœurs adoptifs ou les liens fraternels des frères et sœurs biologiques. Donc, on a un participant de 16 ans qui dit, en parlant de sa sœur adoptive, de mon impression à moi, je suis plus avec elle. C'est avec elle que je parle le plus, que je me confie le plus. Alors qu'une vraie source d'attachement, ça devrait être ma mère. Mais là, ça l'a tombé que c'était ma sœur, puis que c'est elle qui s'est beaucoup occupée de moi. Fait que d'après moi, c'est genre ma source d'attachement. Donc, on voit que les jeunes rencontrés vont nous parler, on va être capable d'identifier dans leur discours des figures référentes. Mais ça ne va pas forcément ou spontanément être les parents adoptifs. Lorsqu'on les questionne directement sur les parents adoptifs, ils vont souvent apprécier la relation, apprécier ce qu'elle peut apporter, mais spontanément, ce n'est pas forcément eux qui vont être identifiés comme étant les plus grandes sources de, je peux dire, de réconfort. Donc, il y en a une qui nous exprime ça à 19 ans en disant « La mère de mon ami, c'est comme ma petite maman un peu, tu sais. J'ai plein de petites mamans partout. Vu que, tu sais, je suis loin de mes parents, puis je me confie pas nécessairement à mes parents. Ben j'ai des petites mamans. Tu sais, la mère de mon ex, on s'écrit à chaque semaine. Et il y a la mère de mon ami qui m'aide beaucoup. »
Donc, ça, c'est la dernière section. Bon, ceux qui ont peu d'informations ou qui n'ont pas eu de contact avec leurs parents d'origine vont nous parler d'un vide. Donc, l'espèce de manque d'informations, le désir d'en savoir plus, ça sort beaucoup dans le discours. Ensuite, les jeunes qui ont effectué des retrouvailles vont nous parler beaucoup du jeu de rapprochement-distanciation qui vont vivre avec leurs parents biologiques. C'est-à-dire qu'ils vont tenter un rapprochement, puis ensuite, ils vont avoir le désir ou la volonté de mettre une distance. Donc, ça ressort de façon assez prégnante. Il y en a une qui dit « Moi, je n'ai pas besoin d'une mère. Ce que je cherche, ce n'est pas une mère. Tu sais, j'en ai une. » Parce que sa mère, donc sa mère biologique, la présente à tout le monde, puis elle dit « Ça, c'est ma fille. Check, c'est une mini-moi. » Elle dit à tout le monde que je suis une mini-elle. Tu sais, j'ai été élevée par d'autres personnes. Fait que c'est normal que je ne sois pas 100% toi, mais elle n'est pas capable d'avouer que je ne suis pas elle. Moi, je lui ai dit que moi, je n'avais pas besoin qu'elle dise ça à tout le monde, que j'avais des parents, puis que c'était eux ma priorité. Si j'ai le choix d'aller voir mes parents adoptifs ou mes parents biologiques, je vais toujours aller voir mes parents adoptifs. Je veux qu'ils gardent la plus grande place dans ma vie. Je veux qu'ils aillent le podium de parents. Elle essayait trop de prendre une grosse place. Prends pas le rôle que tu n'as pas. Ce n'était pas le rôle de mère que je lui donnais. Puis ensuite, ils vont parler beaucoup de la difficulté de s'ouvrir à leurs parents adoptifs sur leur désir de retrouvailles. Souvent, les jeunes vont identifier leur famille biologique comme étant, comment être nuancé, comme étant leur histoire et donc comme voulant garder un certain secret, contrôle sur cette partie-là de leur vie en voulant pas forcément exposer la famille adoptive à ça. Il y en a certains qui vont nous parler d'une gêne ou d'un inconfort à en parler, mais ceux qui vont oser vont souvent rapporter une réponse positive de la part des parents adoptifs. Donc, on dirait qu'il y a comme une crainte, mais du côté du jeune, dans le sens que on n'a pas l'impression dans les entrevues que l'expérience du partage avec le parent adoptif se passe mal, mais c'est comme s'il y a quand même une forme d'inconfort de la part du jeune. Participante de 18 ans, j'étais toute seule au resto. Donc, l'intervieweur, qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'y aller toute seule? Je ne sais pas. J'avais comme besoin de pouvoir dire des choses à eux, mais seulement à eux. Comme pas qu'il y ait quelqu'un d'autre de ma vie. C'est comme si j'avais deux vies, en fait, dans ma tête. Ma famille biologique, ma famille adoptive. Puis je ne veux pas mélanger mes deux mondes. Je ne sais pas pourquoi. Je veux juste séparer ces deux mondes-là. Donc, dans le fond, on voit que la connaissance de leur origine, c'est vraiment une variable importante pour eux. Bien connaître les circonstances entourant leur adoption. Puis la négociation avec le retour vers la famille d'origine est un défi. Puis ça va passer par un jeu que j'ai appelé de chaud-froid ou de chat-souris. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Puis là, on espère que d'autres cégeps vont nous amener d'autres belles tales de jeunes comme ça. Ouais. C'est très stimulant, en tout cas. Ouais. Donc, voilà.